Salut les terriens. Ce soir en P1, nous accueillons Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Alors, commençons par la bonne nouvelle, Jean-Luc. Vous êtes désormais à 10% dans les sondages. Ah, c'est extraordinaire. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup les sondages, mais pour celui-là, vous allez faire un effort quand même. Hein? Avec la mauvaise foi habituelle. Ouais. En P2, nous accueillerons Éric Brunet. Éric Brunet, l'auteur de Pourquoi Sarko va gagner, le meilleur livre de science-fiction de cette année. Toujours en P2, nous accueillerons Sefiu. Sefiu pour son 3e album, Oui, je le suis. Sefiu nous dira qu'aujourd'hui, dans le rap, le top, c'est de porter sa casquette à l'endroit, mais sa tête à l'envers. Enfin, en P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir, Isor, pour son livre Mémoire d'une femme de ménage, paru chez Grasset. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Jean-Luc Mélenchon, rebonsoir, vous êtes à 10% d'intention de vote, on parle de Mélenchomania. Ça fait quoi d'être les Beatles à vous tout seul? Back in USSR. Ouais. Bonne vanne. Alors, les communistes que vous représentez à travers le front de gauche sont fous de joie. C'est plus que le cumulé de tous leurs résultats sur les 3 dernières élections présidentielles. Qu'est-ce que vous êtes méchant. Ah ben c'est vrai. En attendant, sans eux, rien de tout ça se serait fait. Bah ouais. Il paraît que Marie-Georges Buffet s'est mise au maquillage et au parfum pour les jours où vous la voyez. Qu'est-ce que c'est méchant. Il paraît qu'après votre mort, ils veulent vous exposer dans un cercueil en verre, place du colonel Fabien. Vous savez ça? Alors 10%, comment expliquer un tel chiffre, Jean-Luc? C'est vous qui êtes particulièrement bon ou c'est Eva Joly, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud qui sont particulièrement mauvais, quoi? Bon, d'abord, moi, je n'ai jamais cru à la méthode des sondages. Hein. Je ne dis pas ça pour offenser ceux qui perdent leur temps à les faire. Mais, bon, par contre, je sais que quand on annonce un chiffre, ça a de l'importance. C'est comme si ça devenait vrai. Ouais. Donc, ça pèse, ça nous aide. Ça donne du courage, ça donne de l'allant. Donc, on ne va pas bouder. On est content. Mais, attention, ne prenez pas la grosse tête, les amis. Ne comptez que sur vous-même. Ah, moi, je crois que vous allez faire plus que 10, en fait. Oui, moi aussi, je pense que je vais finir par arriver à gagner. Ah, génial. Ouais! Alors, Jean-Luc, vous êtes en train de créer un monopole sur l'extrême gauche. Pour un antilibéral comme vous, c'est emmerdant, quand même, non? Ouais. Non, mais d'abord, je ne suis pas candidat de l'extrême gauche. C'est Nathalie Arthaud, c'est Monsieur Poutou. Ils sont d'extrême gauche et ils l'assument. Moi, je ne suis pas d'extrême gauche. Je suis de gauche. Voilà. Bah, nous ne sommes pas la même gauche que François Hollande, mais nous sommes de gauche. Voilà. Alors, vous dites, je suis entré en résonance avec le peuple. Oh là 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 là, qu'est-ce que je parle bien. Non, mais c'est vrai, vous avez un don, vous êtes un excellent orateur. Vous aimez l'exercice du discours, vous ne lisez pas des fiches, seulement quelques mots griffonnés à la main sur une feuille de papier qui vous rappellent l'ordre des thématiques à développer. Vous dites, c'est ma partition. Je me méfie parce qu'au début, j'étais très content. Je me disais, ah, quand même, on reconnaît les efforts que je fais, oui. Ça fait toujours plaisir. Ah, oui. Puis après, j'ai bien vu que ça venait vite un peu tordu. C'était du genre, il fait un show. Et c'est pas pour moi que le problème se pose, c'est pour tous ceux qui viennent là. Parce que maintenant, ils viennent par milliers. Ils viennent de loin, surtout. Oui, il faut un effort. Il faut, par respect pour eux, savoir que c'est pas un show et je ne suis pas un artiste. Je suis un homme politique qui essaye de bien dire ce qu'il y a à dire. Et souvent, quand j'entends des orateurs auxquels on ne comprend rien, je me dis ou il le fait exprès ou il ne sait pas lui-même de quoi il parle. 1 heure avant le meeting, vous vous isolez pour chauffer votre voix. Parfois, vous chantez du Brassens. Vous chantez quoi? C'est fait pour chauffer les cordes vocales, hein, parce que sinon on s'explose la voix. Bah oui. Même en parlant, parce que l'art oratoire, il faut savoir parler de là, hein, et pas de là. C'est quoi alors? C'est quand il n'y a plus d'eau dans mon tonneau, quand il n'y a plus de vin dans mon tonneau. Ah oui. Ils viennent encore boire mon eau. Vous voyez? Oui, bien sûr. Jean-Luc Mélenchon. Alors, vous avez des formules très classiques. Au congrès du parti de gauche l'an dernier au Mans, vous avez eu cette phrase merveilleuse. Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas. C'est magnifique. Je sens quand quelque chose est beau. Des fois, je l'entends de quelqu'un d'autre. J'emprunte une phrase, une expression. Voilà. Alors attends, tu vas voir. C'est un vers de Shakespeare. Il dit que le monde
est une illusion pleine de bruit et de fureur racontée par un idiot. Et alors, évidemment, tous les bonnes âmes qui m'aiment pas ont dit oui, Mélenchon est un idiot, nani nana. Mais ils n'ont rien compris. Il y a un proverbe qui dit quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Voilà. Eh bien, c'est ça que ça veut dire. Ce bruit et cette fureur, ce sont les peuples qui n'en peuvent plus de ce système pourri et qui vont le précipiter par terre, comme ils sont en train de commencer à le faire en Grèce. Et nous, on va le faire tranquillement dans 1 mois et demi avec des bulletins de vote. Alors, vous faites aussi des bonnes vannes, hein, comme celle que vous avez faite à Marine Le Pen l'autre jour. J'ai dit que vous étiez semi-démente, ça vous laisse encore une bonne moitié. Elle est bien, elle est top, cette vanne. Hein. Le problème, Jean-Luc, c'est que vous l'avez faite 2 fois. Vous savez, les bonnes vannes, il ne faut jamais les faire 2 fois. Ah oui. Ouais, je vous le dis. Bah, des fois, il y a un petit goût de remétésie, vous savez. Bon, on aime bien l'entendre parce que tout le monde pense réellement qu'il n'y a pas que la moitié qui est atteinte. Alors, vous pensez que ça peut s'arranger avec Marine Le Pen? Parce que souvent, dans les comédies romantiques, ça commence comme ça. Au début, ils se détestent, ils s'envoient des vannes. Et à la fin, ils se rendent compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Non. Non. Non, ça ne s'arrangera jamais. C'est une lutte pour toujours. Ouais. Alors, l'annonce de François Hollande de taxer 75% des revenus au-dessus d'1 million d'euros, vous avez pris ça comme une spéciale dédicace, j'imagine, non? Ça m'a fait plaisir. Ouais. Je me suis dit, voyons voir, quand j'en suis à 9%, il prend l'impôt pour les riches. Ouais. Maintenant que me l'a rendu à 10, il n'y a plus qu'à faire un petit effort. Voilà. Et on va avoir le salaire maximum dans les entreprises, encore un petit effort, et on aura le SMIC à 1 700 euros. Ouais. Donc, ce garçon peut progresser. Alors, avec des lois comme ça, vous ne pensez pas qu'on risque de dégoûter les pauvres de jouer au loto, non? Eh bien, écoutez, franchement, ça serait pas dommage. Ouais, parce que comme dans la vie, il ne vous reste plus que le loto pour essayer d'améliorer votre sort, c'est que c'est mal parti. Alors, j'ai regardé votre programme. Sur le cannabis, vous dites... Ne vous vantez pas. C'est absurde de punir le consommateur, mais il faut continuer à traquer les producteurs. Mais ils vont se fournir comment, les consommateurs, alors? Si elle, je suis démasqué. Comment on va faire, alors? Faites une fixette sur le cannabis et les autres psychotropes. On est le pays qui en consomme le plus, mais c'est très légalement que c'est fait. Oui, je parle des médicaments. Donc, je trouve qu'il y a là quelque chose qui tourne pas rond. Par contre, ce qui est important, c'est que moi, je fais une nouvelle entrée sur les questions de sécurité et de délinquance. C'est-à-dire qu'au lieu de passer son temps à courir après le voleur de mobylettes et toutes les choses qu'on ne supporte pas, il faut bien le dire, de la vie quotidienne, il faudrait sans cesse se rappeler que derrière, il y a des resellers, derrière les resellers, il y a des revendeurs, il y a de l'argent qui s'accumule et au bout, il y a des paradis fiscaux. Donc moi, je propose de régler le problème à la tête. J'ai pas voulu parler de la tête au moment où je fais un geste de ciseau, mais bon, tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est là qu'il faut couper, parce que, vous voyez, on va faire toutes sortes d'histoires, et on a raison d'en faire, sur ceux qui trichent avec la sécurité sociale, mais c'est epsilon. Et pendant ce temps, les banques françaises ont plus de dépôts aux îles Caïmans, à Luxembourg et dans les autres paradis fiscaux qu'elles n'en ont en Espagne ou en Italie. Ça veut dire que le trafic en bout de chaîne de l'argent gagné dans le crime, dans le trafic des êtres humains par la prostitution, dans la drogue et le trafic des armes, celui-là, il s'accumule tranquillement et il peut revenir ensuite profiter à quelques-uns. Donc c'est là qu'il faut frapper. Si vous frappez à la tête, vous verrez que la délinquance moyenne, elle baissera aussi. Alors vous avez une phrase formidable sur la viande halal. L'islam, ça ne s'attrape pas en mangeant de la viande halal. Non. Eh bien non. D'abord, ce n'est pas une maladie, c'est une religion. Puis deuxièmement, là où elle est habile, c'est qu'elle a commencé comme ça en disant « Ah, des gens qui n'aiment pas les musulmans, il y en a beaucoup. Mais au passage aussi, après, il y a la viande cachère. Mais où ça nous mène, tout ça? Les musulmans, moi, je vais vous dire les choses clairement. J'en ai par-dessus la tête qu'on en est après eux. Je pense qu'on s'en prend à eux, comme il y a une génération, on s'en prenait, une génération un peu plus, aux Juifs. C'est insupportable. La masse des Français, musulmans, et ceux qui ne sont pas Français, ne demandent rien à personne, n'embêtent personne. Alors, il y a ici ou là, bon, des excités, mais on en a aussi dans les autres religions. Bien entendu. Vous savez, moi, j'ai dit une fois, j'ai commencé à dire, je suis d'accord pour dire qu'on ne doit pas prier dans la rue, ça gêne la circulation. C'est une affaire de circulation, c'est pas une affaire de laïcité. La laïcité n'a rien à faire dans les abattoirs ni dans la rue. Bon. Alors, vous dites vouloir bâtir une nouvelle France. Quitte à bâtir une nouvelle France, vous ne voulez pas la mettre un peu plus au sud, qu'on ait du soleil, Jean-Luc? Avec le changement climatique, j'aime mieux vous dire qu'on va être rattrapé. Hein. Ça, c'est clair. Alors, dimanche 18 mars, vous organisez une marche entre Nation et Bastille. Vous l'auriez faite entre Nation et Ikea, vous auriez eu plus de monde. Hein. Non mais... Reprenons la Bastille, ça s'appelle. Oui. Le 18 mars,
on se mobilise, vous verriez, c'est incroyable. Les gens sont décidés tout seuls, ils font du covoiturage. Ouais. Je préviens la SNCF que si elle empêche nos trains de partir, ça va chauffer. Oh. Bon. Monsieur Pépi, si tu nous entends. Monsieur Pépi, il y a intérêt à ce que les trains dans lesquels nous voulons monter puissent partir, parce que sinon, c'est une entrave à la liberté de circulation. Il y a déjà 5 trains de réservés. Et donc, le 18, c'est le début d'une insurrection civique qui doit se terminer, qui doit s'accomplir, qui doit... dans le bulletin de vote 1 mois après. Alors, Jean-Luc, pas d'alcool, pas de gras, pas de sucre, marche à pied le dimanche. Et vous dites en plus, je constate que moins je mange, moins j'ai envie de dormir. Il vous manque plus qu'une femme top modèle et des potes qu'un yacht, hein, vous avez... Jean-Luc, ça va, question femme? Ah ouais? Non, bah quoi, vous aussi, on vous aime, non? Ouais. Eh ben moi aussi. Ah, vous êtes aimé? Ah bah encore heureux. On fait rien de bon, Ouais. c'est difficile dans la vie sans amour. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Luc Mélenchon. Et nous accueillons Éric Brunet. Et c'est Fiou, bonsoir. Alors, Éric Brunet, vous animez Carrément Brunet, du lundi au vendredi sur RMC, de 13h à 14h. Et votre dernier livre paru s'intitule « Pourquoi Sarkozy va gagner ?» C'est publié chez Albin Michel. Alors, quand vous dites Sarko va gagner, c'est la méthode Coué ou vous savez des trucs qu'on ne sait pas? Vous savez, il y a quelques années, les instituts de sondage pondéraient à la hausse les intentions de vote de Le Pen, parce Ouais. que on ne pouvait pas l'avouer. Je pense qu'aujourd'hui, ils devraient pondérer à la hausse les intentions de vote pour Sarkozy, Ouais. parce que pendant 5 ans, son électorat a dit « Ah non, plus jamais, on ne m'y reprendra pas, etc. » Or, je pense que, gagné par un vent de raison, cet électorat-là, qui est plus forcément très sarkozyste, va voter pour lui beaucoup plus qu'on ne l'imagine au second tour. Vous savez que vous n'allez pas pouvoir refaire le coup de Nafissatou Diallo à Hollande. Hein. Ouais. Ça a marché une fois, ça. Hein. Ou alors vous comptez sur le fameux effet François Hollande qui a fait perdre tant d'élections au PS depuis 10 ans. Ouais. Il est clair que là-dessus, la droite, qui va taper de plus en plus fort dans les jours à venir, va pas s'en priver de rappeler qu'il n'a jamais été ministre, jamais été secrétaire d'État, qu'il n'a jamais été en Chine, il n'a pas été aux États-Unis depuis les 10 dernières années, elle va se priver de le rappeler. En quoi ça gêne qu'il n'ait pas fait le tour du monde Ouais, c'est embêtant, c'est comme si un cycliste prenait le départ du Tour de France sans jamais avoir fait de vélo. C'est pas rassurant. Je trouve que ça, c'est pas des bons arguments. Il faut en trouver d'autres. Vous dites, Eric, Sarkozy n'a qu'un défaut, il communique mal sur son bilan. Mais c'est terrible. Est-ce que c'est pas son bilan qui est mauvais, tout simplement? En tout cas, c'est pas un bon communicant. Ouais. Sarkozy, il a fait 1319 promesses de campagne et il y en a 931 qui ont été tenues quand même. Il a fait le boulot, malgré les télescopages latéraux assez radicaux. Mais c'est bien ce qu'on lui reproche. Oui, c'est bien ce que je reproche. J'ai entendu quelqu'un qui disait aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il tienne sa dernière promesse, celle de quitter la vie politique. Alors, quand on vous dit que Sarkozy vous a remis la Légion d'honneur pour avoir écrit ce livre, vous répondez pas du tout. C'est pour l'émission Le plus grand musée du monde que je présentais sur France 3. Mais attendez, en fait, en vérité, c'est pas à France 3, c'est pas aux animateurs qu'il faudrait donner la Légion d'honneur, c'est aux téléspectateurs qui regardent la chaîne. Je vais vous dire, comment voudriez-vous qu'un mec libre comme moi, c'est le premier chapitre de mon livre, j'ai jamais voté de ma vie, je suis pas un exemple. Ouais. Je n'avais pas accepté la Légion d'honneur pour un bouquin. Et d'ailleurs, on parle de vous pour la Croix de guerre pour avoir bossé avec Sonia Dubois. On parle d'un lycée Éric Brunet. Enfin, je veux dire, c'est énorme ce qui vous arrive en ce moment. Ça aurait de l'allure. Alors, en tous les cas, votre livre marche très bien. Vous préparez d'ailleurs Pourquoi la France va gagner l'Euro de foot. Alors, sur votre blog, vous avez écrit « Les classes populaires ne se reconnaissent pas dans le vote Mélenchon ». Est-ce que les classes populistes se reconnaissent dans le vote Sarkozy? Je sais pas. Ah, c'est vrai que chez Mélenchon, je regarde les meetings là. D'abord, c'est assez peu coloré. Et on voit pas la diversité. J'ai le sentiment qu'il y a de l'intermittent du spectacle chez vous beaucoup et du prof. Oh, c'est une lecture un peu sociologique, un peu rapide, hein. Mais ça montre bien comment vous faites vos idées sur les apparences. Ouais. Il regarde tous vos meetings, hein. Parce que ses parents sont de gauche, donc ça lui rappelle quand il était petit. Non mais attendez, il y a une chose qui est certaine. Mélenchon, il a un talent brut incroyable. Il est Jaurès. Malheureusement, à droite, il n'y a pas de Barrès, mais il est Jaurès. Et ce qu'il fait, c'est époustouflant, c'est nourrissant, c'est revigorant. Il est intelligent. On ne vous a pas invité pour le trouver mais moi, génial. je le dis, voilà. Non, mais attendez, vous allez me compromettre. J'ai pas une idée. attention. Je vais vous compromettre. Non, mais c'est habile, remarque. j'ai pas une idée en commun avec lui. Ouais. Je trouve que ce type est éblouissant, voilà, et talentueux. Voilà, c'est tout. Alors, c'est Fiou, bonsoir. Bonsoir.
Alors, Sefiu, vous êtes une des stars du rap actuellement. Victoire de la musique 2009, révélation française. Vous êtes devenu un poids lourd du hardcore français. Et vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tous les Français se posent en vous voyant. Pourquoi les rappeurs ne portent plus leur casquette à l'envers? Alors, bah, moi, je l'ai jamais porté à l'envers. J'ai toujours gardé la visière en face. C'est vrai qu'à un moment, les rappeurs, ils ont essayé de lancer la mode des chaussures à l'envers, mais ça leur faisait mal aux pieds. ils ont arrêté. Ça, c'est du Gérard Ardisson, ça. Ils ont arrêté assez rapidement. Non, c'est vrai. En même temps, quand tu aimes porter la casquette, en fait, tu as deux boulots, soit rappeur, soit facteur. Hein, non, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense pas qu'il faille rentrer dans des clichés, non. Pas forcément, non. Les contremaîtres aiment beaucoup porter des casquettes aussi. Ah oui. Hein? Alors, en fait, Sefiu, plus jeune, vous aviez pris l'habitude de cacher votre visage derrière votre casquette parce que votre père ne voulait pas que vous fassiez du rap. Alors, je ne vais pas critiquer, mais dans ce cas-là, est-ce que c'est bien malin, comme vous le faites souvent, de porter un t-shirt avec votre nom dessus? Bah, non, pas du tout, non. Déjà, c'est pas du tout, non, par rapport à mes parents que... Que vous vous cachiez derrière la casquette? Non, ça n'a rien à voir. C'est dû au fait que j'estimais que les médias, arrivés à un moment, avaient tendance, en fait, à ne pas véhiculer l'image en soi des artistes. Qu'on avait tendance en fait à favoriser l'image des artistes plus que leur potentiel et j'ai décidé en fait d'amener ce concept-là pour montrer qu'on n'était pas obligé de montrer son visage en fait pour avoir une reconnaissance de sa musique. Non mais c'est super ça. Quoi? Mais ça là, moi j'aimerais bien aussi. Oui, si on pouvait. Non mais c'est vrai, il a raison. Si on pouvait faire de la politique sans être obligé de faire valoir en même temps sa bonne mine, sa cravate, son costume. Eh, achète-toi une casquette. Pas forcément. Yo! Laissez tomber. Alors, non, Sefiu, vous dites qu'aujourd'hui, votre père n'écoute pas votre musique, mais vous dites qu'il est fier. Ce n'est sans doute pas ce qu'il avait espéré, mais au moins, je ne suis pas en train de zoner ou en prison. Bah, certainement, parce que je pense que pour beaucoup, d'ailleurs même pour les parents d'aujourd'hui, le rap n'est pas un métier, c'est comme le football. Je pense qu'il faut avoir une alternative à ce qu'on fait, c'est une passion, et si ça fonctionne, tant mieux, mais il faut avoir cette alternative à côté quand même. Alors, votre vrai nom, c'est Youssef, ce qui donne Sefiu en verlan. Vous êtes d'origine sénégalaise, et vous confirmez que c'est beaucoup plus dur de faire Dakar-Paris que le Paris-Dakar, en fait. Bah, j'ai un passeport français. Je suis de nationalité française, je suis né ici. Cette réflexion, je pense qu'elle était tirée d'un texte dans lequel j'exprime en fait la difficulté lorsqu'on a le cul entre deux chaises en fait. Donc on est un peu dans une situation où lorsque je pars au Sénégal, je ressens pas en fait cette considération sur place au Sénégal comme étant le revenant ou le non. Je suis le Français, je reste le petit Français. Vous êtes vécu comme un Français là-bas. Voilà donc. C'est pour ça, en fait, que j'ai expliqué un peu que, voilà, c'est tendance... Donc le Paris-Dakar, c'est dur aussi. Le Paris-Dakar, la preuve, ils l'ont mis en Argentine, mais non, c'est dur. Alors, votre père a quitté le Sénégal en 1966. Il a travaillé très dur comme ouvrier fraiseur. Et en 1978, il a réussi à faire venir sa famille en France. Vous grandissez avec vos 4 frères et sœurs dans un F3 au 6e étage d'un immeuble de la cité des Emmaüs à Aulnay-sous-Bois. C'est pas facile, quoi, à part... Vous travaillez avec qui? Avec les RG? C'est quoi? Ah, moi, je suis très bien informé. C'est qu'il y a des animateurs qui préparent leurs émissions. Non, là, il attendez, m'étonne, là. C'était bien ou pas? Parce qu'il a l'air de dire que c'est horrible. Mais non, c'était bien, non? Moi, la cité... Moi, j'ai habité en HLM, j'étais content. La cité, moi, j'ai aimé, en tout cas, mon passage. Et d'ailleurs, j'ai grandi, voilà, comme il l'a très bien cité, à Aulnay. Et puis... c'est vrai, dans une difficulté qui était sociale, parce que bon, à cette époque-là, on n'avait pas, il n'y avait pas aujourd'hui cette modernité avec Internet et tout, donc c'était beaucoup plus difficile de sortir du quartier, de voir autre chose, d'avoir une vision différente, c'est vrai. Alors, vous commencez à jouer au foot à l'âge de 9 ans, vous avez comme copain Alou Diarra, et vous commencez à rapper l'année suivante. Alors, le foot et le rap marchent bien, très bien. Vous serez recruté par Arsenal, vous partirez à Arsenal, mais une blessure aux adducteurs vous interdira ce sport. Vous adorez toujours le foot? Ouais, j'aime beaucoup le ballon, parce que j'ai encore des amis, je passe beaucoup plus de temps en fait
À regarder des matchs de foot, je passe beaucoup plus de temps à parler de ce sport que de parler même de musique, on va dire. Alors, après avoir longtemps regretté votre carrière de footballeur, vous faites une raison et vous vous consacrez au rap. Alors, vous allez faire 3 albums, et là, au niveau des titres, c'est extraordinaire. Le premier, c'est « Qui suis-je » Le deuxième, c'est « Suis-je le gardien de mon frère » Et le troisième s'appelle « Oui, je le suis ». Alors, c'est incroyable parce que ces 3 albums, jamais personne n'a fait ça, dont les titres composent une phrase. C'est super. Bravo. C'est vrai, je vous jure. Alors, les 2 premiers sont disques d'or, le deuxième vous vaut une victoire de la musique, le troisième est bien parti. On regarde à quoi ça ressemble. Tu t'étouffes devant ton micro, ça tout ça se corse, reprends ton moi je veux pas te bouche en bouche, très bas 80 peu pour ce molotov qui vient stocker les stockers, te choquer comme Monsieur Zemmour. T'es fourraille, tu peux péter 193 kilos développé, coucher ça comme Ahmadinejad, j'écris ma bombe atomique. Si tu penses que ton compliqué, ça tu n'es pas un comique. Je m'accroche par les cheveux de tes aisselles, n'essaye pas de prendre des ailes, répète ton passe-temps par les ailes. Ça s'arrête, c'est toi, excuse-moi, j'en fais pas, je fais dans la livraison de chico, si chico sont pas précoces, je te propose un os, t'ouvres pas la bouche quand je veux du gloss, je suis drogué par l'aiguille d'une montre enfoncée dans le bras, si on les saute. Voilà, Turbo, c'est Few, extrait de Oui, je le suis, ce magnifique cimetière d'avions en Amérique, dans le désert du Mojave, non? Exactement. Magnifique endroit. Hein. Ouais, magnifique endroit dans lequel on a passé une très grosse journée de travail avec une équipe de tournage qui était vachement différente de celle que j'ai connue en France. Aux États-Unis, on a des bosseurs, des gens sur les plateaux qui rechignent pas et c'était vraiment bien, quoi. C'est pas des gens qui votent Mélenchon et qui veulent la semaine de 30 heures et 8 semaines de vacances par an, ouais, d'accord. Tu vois les mômes, ils en ont rien à foutre de vos 35 heures. Travailler plus pour gagner plus. Voilà, et l'autre, là, bon, c'est très bien. Oui. Merci. Voilà, alors on passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Christophe Deloire, directeur du Centre de formation des journalistes, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Le magazine allemand Der Spiegel affirme que les dirigeants britanniques, italiens, espagnols et allemands se sont ligués contre François Hollande. En même temps, Sarkozy avait prévenu. Je pense qu'il s'agira de la première véritable campagne présidentielle du XXIe siècle. C'est sans doute la première où l'on verra le monde extérieur s'inviter dans le débat national français comme jamais il ne l'a fait jusqu'à présent. Alors, les conservateurs européens ont-ils passé un pacte secret pour abattre François Hollande? En tout cas, Angela Merkel soutient ouvertement Sarkozy et elle n'est pas la seule. Cameron, le Premier ministre britannique, souhaite lui aussi la victoire de son ami Nicolas. D'ailleurs, il n'a pas daigné recevoir le candidat socialiste quand il est venu à Londres. Alors, y a-t-il complot? Ben, les 4 pays visés ont démenti, mais personne n'a prévu de recevoir Hollande pour autant. Faut dire qu'en déclarant la guerre à la finance, François Hollande a soulevé l'inquiétude à Londres. C'est moi, Don Quixote. Et en dénonçant la rigueur du pacte européen, il a soulevé la méfiance à Berlin. Combattre la finance et dénoncer la rigueur, c'est la moindre des choses pour un candidat de gauche en campagne électorale. Mais en vrai, comment ça se passerait? Si Hollande attaque la finance, les marchés se défendront en spéculant contre la dette française. Pour rembourser les 1700 milliards que nous devons, il faudra donc emprunter à des taux de plus en plus élevés. La France se retrouvera alors dans la même situation que l'Italie en janvier. Pour éviter la faillite, Mario Monti a dû publiquement demander l'aide de l'Allemagne dans une interview au Financial Times. Cela dit, pas de panique. Dans sa guerre contre la finance, François Hollande a déjà sorti le drapeau blanc en expliquant à Londres qu'il n'était pas vraiment l'ennemi de la finance. Alors qui sait? Si Angela Merkel acceptait de le recevoir, peut-être que François Hollande lui avouerait qu'il n'est pas non plus vraiment l'ennemi de la rigueur. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Christophe Deloire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du CFJ. Bienvenue parmi nous. Alors c'est marrant parce que les dirigeants européens refusent de recevoir François Hollande, mais ils ont tous félicité Poutine pour son élection quand même. Hein. Non, mais là, c'est très sympa de leur part, parce que je crois qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont haïs, eux, leur politique d'austérité. Donc moi, je rêve qu'ils disent « Nous ne voulons pas entendre parler de Mélenchon », que tout le monde dirait « Ah, ce type doit être drôlement bien ». Mais ça lui rend service pour vous.
Ah ben évidemment. Et deuxièmement, ils peuvent toujours faire les malins. Ils auront affaire au président de la République qu'on aura voulu élire nous-mêmes, que ce soit moi, que ce soit Hollande ou un autre. De toute façon, ils feront avec. Et c'est pas eux qui sont en état de faire autrement que d'entendre ce que dit la France. Nous sommes la 2e puissance économique du continent, la 5e du monde. L'euro est à nous aussi. L'Europe est à nous aussi. Et donc, on écoute ce qu'on a à dire. Ce qui va se passer surtout, en fait, c'est que dès l'élection d'Hollande, les marchés vont attaquer, ou la vôtre vont attaquer l'euro. Comme il s'est abstenu sur le mécanisme européen de solidarité, qu'est-ce qui va se passer? Il va être obligé d'aller pleurer chez Angela Merkel pour que les marchés cessent d'attaquer l'euro. Et donc, la dette française. Il a tout compris, mais pas du tout. Ah bon? Ça, c'est la vulgate habituelle. Vous savez ce que c'est un rapport de force? Mais quel rapport de force? Quand on a 1700 milliards de dettes, quel rapport de force? Il n'y a pas de rapport de force. Mais c'est vous Il y a qui des gens croyez ça. ruinés, c'est tout. Mais c'est vous qui croyez ça. Le président français ne l'a jamais fait. Le président français doit dire la Banque Centrale Européenne doit prêter directement aux États, au prix, au tarif auquel elle prête. Non, monsieur. Si. Écoutez-moi. Elle doit prêter directement aux États à 1%, au lieu de prêter à 1% aux banques qui prêtent à 17% aux États. Il faut raccourcir le circuit et ça, nous les Français, nous pouvons l'exiger et nous pouvons l'obtenir. Et si jamais on ne l'obtient pas, je vais vous dire ce que je ferai. Je dirai aux banques, vous allez me prêter à 1%. Et comme je suis le président de la République française, elles ne peuvent pas dire non. Et si vous manque de l'argent, vous irez le chercher à la BCE. Parce que la BCE vient de leur donner 1000 milliards à 1%. Et nous, pendant ce temps, on tire la langue à payer à ces banques-là, en France seulement à 3%, ailleurs à 17 ou à 18. Ça ne durera pas, monsieur Ardisson. Comprenez-le, ça ne durera pas. Éric. Il y a une certitude, c'est qu'aucun de ceux qui sont en place aujourd'hui, le conservateur Cameron, le technocrate qui n'est pas vraiment de droite, Mario Monti, l'Italien qui est un prof d'université, aucun ne voudra piloter l'Europe avec Hollande. Aucun. Monti l'appelle Hollande le rouge. C'est-à-dire que ces gens-là dont vous parlez, on les appelle rapidement les conservateurs. Ils ont des gauches. Il y a une gauche italienne, il y a un travailliste anglais. Ils savent ce que c'est la gauche, l'opposition. Mais ce sont des social-démocraties. Aucune de leurs gauches ne ressemble à ce qu'on a en France. Aucune. Vous allez me prendre pour un timbré, mais je vais vous dire un truc. Ils perçoivent Hollande comme une espèce de Hugo Chavez européen et ils ont la trouille. Et ils ont la trouille. Mais si réellement ils pensent qu'Hollande est Chavez, réellement je ne les félicite pas. Hein, mais je sais, pour la qualité d'observation. C'est vous, Chavez. Non, mais c'est vous, Chavez. Il ne faut pas prendre les problèmes comme ça. Tous ces gens sont des conservateurs et des gens de droite, soit. Mais nous ne sommes pas autre chose que la France. Nous sommes un grand pays. On ne peut pas faire l'Europe sans nous. Par conséquent, ça plaît pas, il faut faire avec nous. Et nos dirigeants doivent tenir tête et ne pas avoir peur et passer sous la table au premier coup de fouet, comme l'a fait ce misérable Papandréou en Grèce, qui, s'il avait résisté, aurait empêché que la spéculation gonfle et finisse par passer sur toute l'Europe. Et vous verrez que dans l'ordre, Papandréou a capitulé, le suivant, ça a été Socrates, encore un social-démocrate, et le troisième, Zapatero. Quand ils vont tomber sur moi, cette plaisanterie sera finie. Vous dites, en gros, nous, la France éternelle, on n'a pas à devenir européen. Non, vous n'avez pas compris. Vous dites qu'on est la France, ils devront construire avec nous. Oui. Ils ne construiront pas avec Hollande, mais encore moins avec vous. C'est pas la France éternelle ou je sais pas quoi. Je dis aux Allemands, la majorité de votre population est vieillissante. On le comprend. Vous protégez les fonds de retraite et de capitalisation, donc il faut que la rente soit stable. Je le comprends. Mais moi, je représente la France. Et dans la France, il va y avoir 8 millions de petits Français de plus qui arrivent. Nous devons construire des écoles, ouvrir des hôpitaux, faire des routes, donner du travail. Donc, nous ne pouvons pas appliquer une politique d'austérité. Selon votre expression, est-ce que Hollande peut devenir Hollande-Réou? Comment un homme comme Papandréou, c'est quand même pas un imbécile. Non. Le gars, il était président de l'Internationale socialiste. On prend son pays à la gorge. Je ne sais pas moi, mais mettez-vous à la place, même si vous n'en avez pas envie, mais vous êtes à la tête de la France, on prend votre pays à la gorge, on vous dit, allez, maintenant, pour vous prêter, ça sera du 18%. Vous vous défendez, non? Vous vous défendez au moins 1 heure, au moins 2 heures. Rien. Il s'est écroulé, séance tenante. Et en s'écroulant et en la fermant, en allant demander pardon aux Allemands, je ne sais pas pourquoi tout le monde va à Berlin, c'est incroyable, eh bien, il a ouvert la brèche. À partir de là, les gens dont c'est le métier de faire de l'argent, ils ne s'occupent pas d'idéologie. Le gars, le trader, il est dans sa salle, il n'en a rien à fiche de tout ça. Il fait de l'argent, ça a marché l'air, commence. Vous êtes élu président de la République, est-ce que vous renégociez le contrat? Ben évidemment, il faut remettre ça à plat. Alors évidemment, c'est très contrariant. La signature de la France a été engagée, le vote des assemblées aura été engagé, donc il ne me restera plus qu'une chose à faire. Demander aux Français par référendum
Vous êtes d'accord ou pas? S'ils disent non, eh ben c'est non. Et quand on est le président d'un pays qui a dit non, on discute, on dit les gens ont dit non. Donc on fait non. Alors la règle d'or, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, la règle d'or. Elle est ridicule, elle n'a aucun sens. La règle d'or, ça consiste à mettre dans la Constitution le fait qu'il ne doit plus y avoir de déficit et que vous ne devez plus voter de budget en déficit. Formidable. C'est une idée grotesque. Ah bon. Grotesque. Ah bon. Parce que si vous ne votez pas des budgets en déséquilibre, vous n'avez aucun moyen. Le déséquilibre, ce n'est pas que négatif. Si une année, vous avez besoin de faire des investissements très lourds dans des équipements collectifs, vous allez après avoir en retour des économies qui viennent de ça. Si vous soignez les gens, sur le moment, ça vous coûte. Mais ça vous rapporte, parce que comme ils sont en bonne santé, ils sont en état d'aller au travail, de faire des choses intelligentes, et ainsi de suite. Si vous instruisez, ça coûte des sous, des fonctionnaires, des instituteurs, des écoles à construire. Mais vous avez une population éduquée, et elle-même, elle est en capacité d'améliorer les choses derrière. Donc, il y a de très bonnes dettes. Je vais essayer de faire Monsieur Loyal. Qu'on soit pour ou contre la règle d'or, il y a une chose sur laquelle on peut être d'accord, c'est que les électeurs sont de plus en plus dépossédés de leur droit à choisir les politiques. Voilà. Que les politiques, de plus en plus, elles sont prévues par les traités, ou alors elles sont dévolues à des autorités indépendantes au niveau européen, voire à l'extérieur de l'Europe. C'est faramineux. Parfois, les logiques comptables de nos entreprises ont été définies par un groupe privé basé à Londres, déclaré dans le Delaware aux États-Unis, et tout ça a été entériné par l'Union européenne. Et donc, nos dirigeants, ceux que vous montrez qui là sont soi-disant en train de se liguer contre Hollande, il y a une chose, c'est qu'ils ne sont pas très préoccupés de démocratie. Et que quand on regarde ce qui se passe au Conseil européen, on s'aperçoit qu'ils statuent à huis clos, sans qu'on sache dans quelles conditions. Il paraît que vous dites dans votre bouquin que des fois, même il n'y a pas de vidéo, c'est même pas filmé. Dans Circus Politicus, on s'est procuré les comptes rendus des conseils européens. C'est des notes qui s'appellent des notes anti-chi, qui sont jamais sorties et qui, pour la première fois, permettent de restituer les conversations entre Merkel, Cameron, Sarkozy et les autres. Et il y a des scènes faramineuses. Je vous en raconte juste une scène où Merkel raconte qu'il faut prévoir une suspension des droits de vote des pays qui enfreignent les règles budgétaires. Sarkozy abonde derrière en disant les droits de l'homme et le budget, en effet, comme c'est prévu pour les droits de l'homme, on peut le faire pour le budget. Et à la fin de la réunion, il y a quand même le Bulgare et le Roumain qui disent, et Papandréou à l'époque, et quelques autres qui disent « mais vous êtes en train de délirer ». Et donc, il y a une lotion de démocratie adressée à Merkel et Sarkozy par l'ancien garde du corps de Givkov, le dictateur communiste bulgare, qui entre-temps est devenu chef de l'État en Bulgarie. Non, mais dans son bouquin, ce qui est extraordinaire, dans Circus Politicus, c'est qu'on se rend compte, en fait, que toutes ces réunions bruxelloises sont absolument pas transparentes, en fait. La démocratie est confisquée. Moi, je suis parlementaire européen, je n'ai aucun droit de délibérer sur le marché intérieur, c'est-à-dire sur toutes les règles qui n'organisent pas d'ailleurs, la concurrence. D'accord ? Et on me dit, mais monsieur Mélenchon, vous avez voté ceci, vous avez voté cela, les textes nous arrivent à la dernière minute, en anglais, souvent incompréhensibles à dessein, j'accuse, je dis à dessein, rendus incompréhensibles. Le mécanisme européen de stabilité, nous avons dû avoir la version française, peut-être 48 heures avant qu'on vote. On y a passé des heures pour savoir ce qu'il y avait dedans. Impossible de savoir de quoi il parlait. Impossible de savoir quels étaient les vrais enjeux de la discussion. Ça rejoint ce que dit Christophe. Complètement. Vous parlez de putsch démocratique dans votre livre. Oui, il y a eu une prise de contrôle de notre vie politique nationale et européenne par des réseaux très puissants qui ont commis un putsch démocratique en profitant des failles du système. Et donc qui ont mis en place un système où l'électeur a de moins en moins son mot à dire. Et ça, c'est d'autant plus grave qu'en France, on a un président soi-disant tout-puissant qui va négocier tout seul et qui dit, on l'a vu lorsque Sarkozy a fait son interview avec Merkel, qui dit j'engage la parole de la France. Comme on a des députés en France qui, en gros, sont des potiches décoratives, qui entérinent ce qui a été décidé ailleurs. On appelait ça des godillots. Et plus les décisions sont importantes, plus on fait en sorte de faire des débats en catimini. Mais pourquoi des gens comme Zapatero, et Zapatero, il n'est pas conservateur, il est socialiste. Il y a des pays en pourquoi Europe. est-ce qu'il ne dénonce pas ça alors? Pourquoi? Donc, il y a une collusion de la droite, de la gauche, de tout le monde sur le plan européen. Tout le monde est d'accord pour confisquer la démocratie. Mais d'abord, il y a des pays qui fonctionnent incomparablement mieux du point de vue démocratique. L'Allemagne, le Danemark. Lorsque Merkel va à Bruxelles, d'abord, elle en rend compte devant le Bundestag, elle y retourne après, elle s'explique. Ah oui. Quand est-ce que nos négociateurs... Nous, on a un négociateur qui va tout seul, qui fait ce qu'il veut, qui raconte qu'évidemment, il a eu le beau rôle. On a enquêté sur ces clubs. Vous avez enquêté sur la trilatérale, vous avez enquêté sur Bilderberg, tous ces clubs, en fait, dont on sait pas vraiment qui ils sont. Des sortes de Davos, mais extrêmement secrets, et où se fabrique une pensée dominante des dirigeants qui se rencontrent. C'est pas juste des clubs de boulistes du dimanche. On réfléchit, et à la sortie, il y a une idéologie dominante. Et dans ces clubs, on a retrouvé des comptes rendus là aussi
Il y a le siècle en France, mais la Trilatérale et le Bilderberg, c'est incomparablement plus puissant. Et dans ces clubs, on considère que les référendums, c'est des tueurs de traités, qu'il faut à tout prix éviter les référendums, que c'est tyrannique les référendums. Enfin, on arrive à des choses complètement Écoutez, moi, je suis ravi que ce soit vous qui vous occupiez de former des journalistes. Hein. Ah ben, on peut enquêter. Si vous pouvez rester comme ça, ah ouais, parfait, ça je dois dire, je vais envoyer les enfants à votre école. Vraiment. Bien. Un mot, c'est Fiou. Est-ce que vous allez voter pour Mélenchon? Il ne faut pas le dire, c'est secret le vote. Non, mais de toute façon, moi, j'écoute un peu tout ce qui se... Là, j'interviens pas trop dans le débat parce que, bon, j'ai l'impression, en fait, que tout ça, c'est loin des réalités, des vrais problèmes qui existent sur le terrain. On n'entend plus parler, en fait, du peuple, en fait, des personnes et de leurs soucis, quoi, de ce qu'ils doivent mettre dans leur assiette, ce qu'ils doivent, de quelle manière ils pourront remplir leur frigo, de quelle manière ils pourront mettre l'essence, le prix de l'essence, le prix du carburant. Donc, en fait, il y a pas mal de choses qu'on oublie dans ce débat et malheureusement, je trouve que c'est dommage. C'est un très beau mot de la fin. Voilà, vraiment. Éric Brunet, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Luc Mélenchon, mesdames et messieurs. Christophe Deloire et Sefiou. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Isor. Isor, bonsoir. Alors avec une licence d'histoire, un DEA de lettres et un nombre de diplômes à faire rougir de honte bon nombre d'étudiants, vous auriez pu trouver un emploi sans trop de difficultés, mais voilà, pour vous, le travail en entreprise est une torture. Les horaires, les discussions de bureau, les pots entre collègues, tout ça vous fait horreur. Alors, vous décidez de devenir femme de ménage. Oui, je suis femme de ménage et fière de l'être, dites-vous. Oui. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Thierry, j'ai un petit cadeau pour Monsieur Mélenchon, qui est candidat à la présidentielle. Et c'est un livre qui traite, entre autres, d'un sujet qui vous est cher, l'indépendance des médias. Ah ben, offrez-le livre. Voilà. Ah oui. Est-ce que vous l'avez dédicacé au moins? Ah, je l'ai. Monsieur Mélenchon peut, si vous le souhaitez, vous pouvez lire la petite dédicace que je vous ai faite. D'abord, je me suis bien amusé, merci, c'est le titre. C'est le titre. Pour Jean-Luc Mélenchon, qui adore l'humour canal en particulier, les Guignols, votre serviteur, et surtout et avant tout, celui de Yann Barthès et de son petit journal. Bien à vous, Stéphane Guillon. À vous, Stéphane, pour Guillon 2012. Et on commence par une confidence très émouvante de Carla Bruni. Mon mari et moi, nous sommes des gens modestes. C'est vrai que ce sont des gens modestes. La journée, ils vivent à l'Élysée, mais ça leur appartient pas. C'est là où Nicolas travaille. Puis le soir, ils rentrent chez eux, comme tout le monde. Hein. Ils prennent pas le métro, c'est trop cher. Plus de 4 € le ticket, hein, a dit Kosciusko-Morizet. Et puis arrivé dans le 16e, où Carla possède un hôtel particulier, il faut se serrer les coudes. Hein. C'est beaucoup plus petit que l'Élysée. Le personnel est moins nombreux, le jardin moins grand. Mais bon, c'est ce que vivent des millions de Français. Hein. Et puis l'été, les Sarkozy partent sur la Côte d'Azur. Hein. Ce sont les congés payés, la Nationale 7. Si, une fois que l'hélico s'est posé, ils prennent la Nationale 7, comme tout le monde. Puis arrivé au Cap-Nègre, il faut ouvrir la maison, c'est un petit peu isolé, c'est une baraque de pêcheurs, coincée entre les rochers. Mais bon, ils sont heureux, ça leur suffit. Ils se baignent, ils font du vélo, et puis le soir, ils vont à Saint-Tropez manger une glace et rêver en regardant les riches sur leur bateau. Ce sont des gens modestes, les Sarkozy, comme tout le monde. Ah. Et on reste dans la modestie, la simplicité. François Fillon a choisi une petite boutique dans le 5e pour établir son QG de campagne. Si la droite perd les élections, on murmure que Fillon pourrait garder ce petit commerce et vendre des livres, des souvenirs. Il faut qu'il s'en sorte. Il paraît aussi que Jean-François Copé, lui, va devenir maître nageur chez Takiedine. Chacun cherche un boulot en ce moment à la UMP, c'est humain, c'est une reconversion,
Nadine Morano, par exemple, pourrait ouvrir une auto-école à Toul. Tu vois, Rachida Dati va vendre des bottes. oui. Jean-Luc Mélenchon dénonce l'histoire grotesque autour du halal. Jusqu'en 1960, tout le bétail était abattu de cette manière. Oui, enfin, quand même. L'idée de manger un veau qui n'a pas été anesthésié avant d'être... Cela dit, les huîtres, on les mange halal. C'est vrai, c'est très rare d'anesthésier une huître. Les œufs à la coque, on les mange halal. En omelette, non. En omelette, ils sont pas halal. Le fait de les battre, ça les anesthésie. Je fais bien l'œuf anesthésié, vous avez vu. Bon. C'est ce que je fais de mieux. Enfin, bon. Après la nourriture halal, le gouvernement souhaite s'attaquer à toutes les personnes s'habillant halal aux vêtements. Laurent Ruquier sort de ce corps. Afin de sensibiliser les candidats à la présidentielle opposés à l'euthanasie, une campagne choc les représente sur leur lit de mort. Dommage qu'Hervé Morin ne soit plus candidat. Quelqu'un qui affirme avoir participé au débarquement allié en juin 1944, il faut le piquer tout de suite, hein. Abréger ses souffrances. Non, c'est... Nicolas Dupont-Aignan devrait avoir ses 500 signatures. Ça va passer ric-rac, mais ça rentre bien, a-t-il confié sur Europe 1. Ça va passer ric-rac, mais ça rentre bien. C'est pas une phrase qui a été prononcée au Sofitel de New York, ça va pas... Si. Selon le Parisien, Eva Joly attend beaucoup de l'anniversaire de Fukushima pour imposer ses thèmes de campagne. Ah ouais, si Eva Joly peut reprendre 2-3 points dans les sondages grâce à Fukushima, c'est génial. Il y a d'autres catastrophes écologiques à venir pour qu'Eva remonte dans les sondages, tremblement de terre, cyclone, non, rien. Oh putain, c'est dommage, merde. Depuis le succès de The Artist, les écoles de claquettes ne désemplissent pas. Tous les cours affichent complet. En revanche, petite déception, depuis le succès d'Intouchable, il n'y a pas plus de fauteuils roulants. Non, que ce soit au centre de Garches ou de Berck-sur-Mer, il n'y a pas plus de tétraplégiques. Ça prend pas. Ça prend pas. Comme quoi, les produits dérivés, hein, c'est pas... Il n'y a pas de recette miracle, quoi. Et on termine avec une pensée amicale pour le comédien Gérard Rinaldi, disparu cette semaine. La mort d'un charlot. Ne soyez pas trop triste, il en reste encore un à l'Élysée. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Voilà, merci. C'était Stéphane Dion. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20. Isor, rebonsoir. Vous êtes né à Rennes le 26 novembre 1982, aîné d'une famille de 3 enfants, père cheminot, mère aide-soignante. Dès votre plus jeune âge, votre mère vous transmet le goût de la propreté et du rangement. Vous dites, j'ai reproduit ce trait de caractère en le forçant même un peu trop. Oui, ma mère, elle est juste ce qu'il faut. La maison est toujours nickel. Ouais. Moi, ma maison, elle est nickel plus. Ah, j'adore. Nickel plus. On s'entendrait bien. Ouais. Alors, au collège, vous êtes cancre et rebelle. Vous redoublez votre classe de 3e, mais un jour, un prof décortique vos notes devant toute la classe. Et là, c'est la honte. Vous vous mettez à travailler. Et 2 ans plus tard, vous avez le bac avec mention. Dans une classe où tout le monde a 16 de moyenne et moi 8, l'humiliation, on la vit une fois, pas 2. Voilà. Donc, alors, vous avez le bac assez facilement. Vous faites une fac d'histoire dans une université catholique. Mais là, c'est 3 000 € par an. Alors, un jour, votre mère rentre du supermarché avec une petite annonce, c'est quand il y a les petites languettes, là. Pour aller faire le ménage, c'est une certaine Madame Séguin.
Et alors, elle a arraché toutes les languettes. Effectivement, je l'ai eu, et du coup, le job. Voilà. Ce qui est très drôle dans votre livre, en fait, c'est la description des appartements où vous faites le ménage. Alors là, vous dites, c'est un salon style Conforama 70, avec le grand meuble en mélaminé marron et la vitrine pleine de merdouilles. Le salon, on met des trucs, des coupes de foot, des vieilles photos de mariage, des trucs pas spécialement beaux, mais qu'on ne veut pas jeter en tout cas. Ça vous intéresse. Ouais. Alors, vous travaillerez 5 ans chez Madame Séguin. Ensuite, vous travaillez chez les Toupet. Alors là, il y a 3 adolescentes. Vous dites, je deviens ramasseuse de cheveux, repasseuse de linge transparent. Et alors, il y a une urne à l'entrée, une urne bleue, dans laquelle il y a les cendres du berger allemand. J'ai jamais touché, en fait. J'ai même pas ouvert le truc. Enfin, pas l'urne, mais le placard en lui-même, je l'ai laissé. Ben nous, on a les cendres de Pascal Sevran, là. Non, mais c'est vrai. Bah, j'y toucherai pas. Ah, n'y touchez pas. Alors, en plus du ménage, faites du babysitting. Et donc, à la fin de l'année scolaire, votre mère vous propose un job d'été lucratif et stable, mais moins drôle, aide-soignante dans une clinique. Et là, vous devenez femme de ménage en milieu médical. Et vous dites plus clairement nettoyeuse de vomi, de sang et de merde. Ouais, c'est pas du tout le même boulot, en fait. Il y a femme de ménage qui remballe l'intérieur des gens quand les gens sont pas là. Donc, il leur fait des surprises. Et il y a la femme de ménage en milieu hospitalier qui fait que des chambres pareilles, toutes foutues pareilles, avec pas d'objets, pas d'âme. Voilà, c'est hyper mécanique. C'est comme l'usine, quoi. Il y a rien de sympa. Là, vous vous dites quand même, je vais poursuivre mes études parallèlement, parce que quand même là, c'est... Hein? Ouais, en fait, je me suis retrouvée là tous les étés, et c'est ce qui, à chaque fois, me faisait reprendre mes études. Et un jour, on vous dit qu'à Paris, une femme de ménage peut toucher jusqu'à 30 € de l'heure. Quand on aime ça, c'est le luxe. Alors, vous tombez d'abord sur un petit couple un peu bobo. Vous touchez 14 € de l'heure, ce qui est pas mal. Hein. Et vous dites, j'avais presque envie de leur dire que c'était trop. Ben oui, parce que l'habitude, c'est 8 €, 9 € brut. Et là, elle me dit 14 €, est-ce que ça vous va? J'ai envie de lui dire oui, en même temps, je sais pas, c'est trop peut-être. Et j'ai rien dit, hein, j'ai pris. Alors, une semaine plus tard, vous trouvez un autre job chez une actrice. Et là, vous prenez vraiment goût à votre vie de bonne, quoi. Vous dites, j'adore quand les gens s'extasient parce qu'ils n'ont jamais vu leur intérieur aussi pimpant. Ça vous plaît? Ah, moi, j'adore. En plus, j'adorais son appart. J'aimais la façon qu'elle avait d'avoir une maison, quoi, de mettre sa vie dans les murs. Et je trouvais ça génial. Et en plus, c'était hyper propre. Donc... Alors, malheureusement, la suite ne sera pas à l'image de vos débuts parisiens, parce que l'actrice fait un enfant, elle devient tyrannique. Vous travaillez chez une certaine Christine qui a 5 chats et les poils qui vont avec. Alors là, c'est l'odeur, c'est épouvantable. C'est l'odeur, c'est les poils qui volent, ils retombent jamais. Enfin, je ne sais pas où ils vont. Donc, pour les attraper, pour les nettoyer, on ne peut pas, parce que on le soulève, ils s'envolent, ils retombent mal. Si vous ouvrez les fenêtres, elle a peur que les chats se suicident. Parce que ces chats étaient un peu bêtes et qu'ils risquaient de sauter. Alors, ça ne sera pas plus drôle quand vous travaillerez dans un centre d'action sociale avec des personnes âgées, souvent handicapées, victimes d'AVC ou d'Alzheimer. Alors, il y a une vieille dame, on en rit, mais c'est terrible, une vieille dame qui a Alzheimer qui vous demande toutes les 10 minutes d'où vous venez. Ouais, puis qui est impressionnée parce que je viens de Paris. En fait, elle habite en proche banlieue, donc que ça étonne quelqu'un qui habite à Marseille. Mais là, elle habite juste à côté. Donc... Là, vous tombez aussi sur une Algérienne sexagénaire qui vous traite comme une esclave. Hein. Ouais. Et qui me met mal à l'aise parce que je fais rien comme elle. C'est-à-dire qu'elle veut qu'on balaye un tapis. C'est hyper difficile de balayer un tapis. Elle veut qu'on nettoie la poussière, mais juste le boîtier TNT, pas la télé. Donc, et elle n'aime pas la façon dont vous faites le lit? Bah non, parce que moi, je mets le drap, puis je le replie. Non, il fallait le mettre jusqu'en haut. Et elle me dit, mais vous avez jamais fait un lit ou quoi? Depuis le temps que je suis habituée à faire un lit au carré, en plus, si. Alors, vous tombez aussi sur des petites arnaques que font les patrons. Il y a les employeurs soupçonneux. Dès qu'il y a un truc qui disparaît, ils vous regardent. Ouais, mais ils mettent des petits post-it, c'est encore pire. Il y avait marqué quoi sur le post-it? Des trucs du genre, j'ai perdu mon petit bracelet avec 3 petits cœurs dessus, est-ce que vous l'avez vu? Alors, il y a ceux qui en profitent aussi pour foutre le bordel. C'est-à-dire, ils se disent, finalement, il y a la bonne qui va passer, donc j'en ai rien à foutre. Donc, ils laissent la vaisselle dans l'évier, tout le... Voilà, c'est terrible. C'est en progression, en fait. Au départ, ils veulent montrer quand même... Les gens aiment bien montrer qu'ils ont une femme de ménage, mais quand même, c'est en complément. J'en fais un petit peu, quand même. Et plus ça va,
plus il y en a qui laissent Le laisser aller. aller. Ils se révèlent comme ils étaient, mais ils s'étaient cachés à un moment, et là, ils apparaissent vraiment comme ils sont. Il y a ceux qui carottent. C'est-à-dire, ça c'est très drôle, parce qu'en fait, un quart d'heure de plus, ils vont pas vous le payer, mais un quart d'heure de moins, ils vous le défalquent. Ouais, Ouais. ouais, c'est souvent. Alors aujourd'hui, vous êtes toujours étudiante et femme de ménage. Alors c'est marrant, parce que vous avez un doctorat en histoire, une licence d'histoire de l'art, une licence de littérature. Mais vous êtes femme de ménage, vous dites, ça me convient, alors j'organise mes horaires comme je veux, je choisis les patrons que je veux, vous avez les horaires que vous voulez, vous fréquentez qui vous voulez. J'ai un travail normal dans une boîte normale. Je fais 8h, 17h tous les jours, du lundi au vendredi. Je me rends compte à un moment donné que ça va durer comme ça 43 ans, que je vais supporter les récits des collègues pendant 43 ans, que je vais jamais pouvoir cocher le temps qui me reste parce que j'ai pas assez de calendrier pour ça. Je signe pour un CDI, un truc définitif. Et moi, Ouais. définitif, ça me c'est terrorise. J'ai pas envie d'un truc définitif. Ouais. Donc, je choisis d'être professionnellement ce que je faisais avant comme job d'étudiant. Alors vous détestez vous lever le matin, donc voilà, vous détestez les rapports entre copines, les confidences devant la machine à café, l'esprit d'équipe, ça vous gave. Donc voilà, donc finalement, là, vous avez trouvé un... Moi, je suis toute seule. Ouais. J'ai pas de patron, ils sont pas là, ils me confient leurs clés, je suis toute seule. Vous êtes vraiment révolutionnaire. Hein. Ouais, Vous êtes à contre-courant, en tous les cas, de tout ce que tout le monde recherche. Exactement. Mais je pense pas être la seule. Il y a beaucoup de gens que la routine, qu'elle soit au bureau, même si on est super bien payé, ça peut énerver des gens. Et on peut se retrouver à un boulot qui n'est pas forcément valorisant, mais où on se sent bien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire vous vous foutez de la valeur sociale de votre boulot, en fait. Je me fous complètement de la valeur sociale. J'ai de l'ambition, j'en ai jamais eu. Visiblement, j'en aurai jamais. Et du coup, l'envie d'argent qui va avec, je l'ai pas non plus. Ouais. Si j'en ai, c'est bien. Si j'en ai pas, je fais avec. Mais je me suis pas créé un univers où je suis obligée de bosser pour réussir, pour avoir de l'argent. Ce qui compte, c'est... Alors, c'est vrai que je pense pas à l'avenir, du coup. Mais ce qui compte, dans mon cas à moi, étant donné ma psychologie à moi, ce qui compte, c'est que je sois bien là, maintenant. Aujourd'hui, demain... Et après. Jean-Luc, si tous les Français étaient comme ça, la France serait plus facile à diriger, non? Non? C'est assez spécial, hein. C'est spécial, hein? Non, la partie j'en retiendrai de positif, c'est que ça décrit un métier dont il n'est jamais question. Bon, vous le prenez bien, il vous plaît, vous l'avez choisi. Faut pas perdre de vue que beaucoup de gens le subissent, que le SMIC, c'est 9 € brut, que 14 € c'est beaucoup. Le côté après, c'est un choix de vie qui est assez exceptionnel. Ouais. Honnêtement, pour nous tous, c'est du gâchis. Parce que si vous êtes docteur, si vous êtes licencié, vous pouvez donner aux autres quelque chose qui vous a été donné à vous-même. Vous pourriez le mettre en partage, vous ne le faites pas. Bon, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez, et moi, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire de votre vie. Pas encore. Mais il ne faut pas... non, mais juste simplement ça, quoi. Pensons à tous ceux qui le font et qui ne sont pas docteurs. On est d'accord. Et qui n'ont pas choisi. Et qui n'ont pas des horaires continus. Et qui ont des enfants à charge. Et qui sont maltraités. C'est aussi ce que j'ai envie de faire passer quand je fais la promo de ce livre, c'est que moi, j'ai choisi. Parfois, je l'assume, parfois, je l'assume pas. C'est pas toujours facile. Parfois, je déprime, parfois ça va. Mais je pense aussi à toutes celles qui font ce boulot par obligation, parce qu'elles n'ont pas de diplôme. Ouais. Je pense à toutes celles qui ont des familles, alors que moi, j'ai fait le choix de ne pas en avoir. Je pense à tous ceux, parce qu'il y en a des garçons aussi, qui ne sont pas aidés, qui n'ont pas de famille derrière. Moi, dès que je suis dans la merde, on m'aide. Donc, je suis la bonne, entre guillemets, hyper privilégiée. Christophe? C'est étonnant, non? Non, mais c'est vrai qu'on peut considérer qu'il y a une forme de gâchis du point de vue de ce qu'on peut donner à la société, mais en même temps, échapper au déterminisme, c'est une forme de liberté. Ouais, voilà, tout à fait. C'est Fio? Déjà, c'est glorificateur par rapport à tout ce qui est, tous ceux qui considèrent ces métiers comme des sous-métiers, entre guillemets. Moi, j'en sais quand même un peu, parce que ma mère a été femme de ménage quand même. Donc, souvent... être femme de ménage, c'est pas très bien vu par rapport à la société qui aspire à autre chose, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment... Est-ce que vous avez l'impression que votre mère était une femme de ménage heureuse? Était une femme de ménage heureuse, parce que c'était pour subvenir aux besoins du foyer, donc aux besoins de leurs enfants. Donc tant que, comme on dit, ça a porté un salaire conséquent pour pouvoir répondre à notre besoin, donc c'était quand même bien. Voilà. Merci, c'est Fio. Voilà. C'était Salut les Terriens.
votre talk du samedi avec Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche à l'élection présidentielle. Merci Jean-Luc. Éric Brunet, carrément Brunet, tous les jours à 13h sur RMC. Et puis, pourquoi Sarko va gagner chez Albin Michel. Christophe Deloire pour Circus Politicus chez Albin Michel. Merci. Merci beaucoup. C'est Few, l'album Oui, je le suis est dans les bacs. Et puis en tournée dans toute la France. Voilà, Isor, merci de votre témoignage. Pour Mémoire d'une femme de ménage chez Grasset, merci. Et puis, je vous conseille le spectacle de Mathieu Madénian au Trévise. J'y suis allé, je me suis vraiment marré. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Roland.com et pour les abonnés à 20h50, l'assaut avec Vincent Elbaz. Rendez-vous ici, à la même heure, samedi prochain. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec le top des vannes, l'édito des gréments et l'édito de Blacko. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.